Je suis Marguerite, j'ai 83 ans, et il faut que je vous parle de l'amour. Ma fille, Léa, m'a appelée hier. Elle pleurait, pas le genre de pleurs qui vient de quelque chose qui se brise, mais le genre qui s'échappe doucement quand on a gardé quelque chose en soi trop longtemps. « Je ne sais pas s'il m'aime vraiment, maman, dit-elle. Il dit que oui, mais je ne sais pas, comment on peut savoir ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais debout devant mon plan de travail, regardant le café que Richard préparait chaque matin pendant 46 ans. Je garde encore sa tasse sur la 2e étagère, même si elle n'a pas servi depuis plus de 10 ans. « Léa, ai-je fini par dire, tu cherches les mauvaises choses. » Elle s'est tue. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil. Et c'est là que j'ai réalisé, personne ne nous a jamais dit à quoi ressemble vraiment l'amour quand il est réel. Nous avons passé notre vie entière à attendre la version des films, les déclarations, les fleurs, les grands gestes qui prouvent qu'on compte. Mais ce n'est pas là que vit l'amour. Je le sais parce que j'ai failli perdre le mien en le cherchant au mauvais endroit. Alors laissez-moi vous raconter ce que j'ai appris, pas parce que j'ai compris tôt, mon Dieu, non, mais parce que j'ai vécu assez longtemps pour voir ce que j'avais manqué, et peut-être que si vous m'écoutez, vous ne ferez pas la même erreur. C'était en 1968. J'avais 26 ans, mariée depuis 4 ans et convaincue d'avoir fait une terrible erreur. Richard travaillait de longues heures à l'usine. Il rentrait fatigué, sentant la limaille de fer et la sueur, et la plupart des soirs, il s'asseyait simplement dans son fauteuil avec le journal. On ne parlait pas beaucoup, pas comme je pensais que les couples mariés devaient le faire. Je voulais qu'il me demande comment s'était passée ma journée, qu'il remarque quand je portais quelque chose de joli, qu'il m'emmène danser comme il le faisait avant notre mariage. Je voulais la preuve que je comptais pour lui, mais il ne faisait rien de tout ça, et j'ai commencé à me demander s'il m'avait jamais vraiment aimée. Un soir, j'étais devant la cuisinière à préparer le dîner, des côtelettes de porc, je m'en souviens, parce que je les ai brûlées et j'ai simplement craqué. « Est-ce que tu te soucies même que je sois là ?» ai-je dit. Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. Richard a levé les yeux de son journal, perplexe. « Quoi ? Est-ce que tu t'en soucies ? De moi ? De tout ça ?» J'ai fait un geste autour de la cuisine comme si ça pouvait expliquer ce que je voulais dire. Il a posé le journal. Il n'a rien dit pendant un long moment. Et puis, si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre, « Marguerite, je pense à toi toute la journée. » J'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que ça semblait impossible. « Tu n'agis pas comme ça. Je sais, » dit-il. Et c'était tout. C'était toute la conversation. Je suis retournée à la cuisinière furieuse, insatisfaite, pensant « ce n'est pas assez, ce n'est pas ce dont j'ai besoin ». Mais voici ce que je ne réalisais pas à l'époque, ce que je ne comprendrais pas avant 30 ans encore. Il me le montrait. Je ne savais simplement pas comment le voir. La première chose qu'un homme fait quand il vous aime vraiment, et c'est celle que j'ai manquée pendant des décennies, c'est ceci. Il protège votre paix, même quand vous ne le remarquez pas. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Quelques semaines après cette dispute, je suis tombée malade. Pas malade à l'hôpital, mais le genre de maladie qui rend tout plus difficile, fièvre, frissons, courbatures partout. Je pouvais à peine sortir du lit. Richard n'a pas dit grand-chose. Il ne le faisait jamais. Mais je me suis réveillée un matin et j'ai réalisé que la maison était calme d'une façon qui n'aurait pas dû l'être. Les enfants, Suzanne et David, nos 2 aînés, étaient toujours bruyants le matin, bruyants et chaotiques et impossibles à canaliser. Mais ce matin-là, rien. Je me suis levée,
tremblantes, et je les ai trouvés dans le salon, assis, silencieux comme des souris d'église. Suzanne m'a regardé avec de grands yeux sérieux. Papa a dit qu'on doit être silencieux parce que tu as besoin de te reposer. Richard était dans la cuisine, préparant leur déjeuner. Il m'a jeté un regard, puis est retourné au pain qu'il tranchait. « Retourne te coucher, Marguerite. »« Je vais bien. »« Non. » Je suis restée là dans ma chemise de nuit, étourdie et têtue, et il a continué à faire les sandwichs. Beurre de cacahuète pour Suzanne, jambon pour David. Il s'était levé tôt, plus tôt que d'habitude, pour pouvoir les préparer et les faire sortir sans me réveiller. Il n'en a pas fait toute une histoire, ne m'a pas dit ce qu'il avait fait, n'a pas attendu que je le remercie. Il l'a juste fait, et je suis retournée me coucher, irritée qu'il m'ait dit quoi faire, ratant complètement le fait qu'il avait réorganisé toute sa matinée pour que je puisse dormir. C'est ça le problème avec ce genre d'amour, il ne s'annonce pas, il n'attend pas les applaudissements, il se produit dans les marges, dans les petits ajustements invisibles qu'un homme fait pour que votre vie soit juste un peu plus facile, un peu plus douce. Richard a fait ça pendant des années avant que je ne le remarque jamais. Il sortait les poubelles avant que je n'aie à le demander. Il vérifiait les portes la nuit, même quand il était épuisé, parce qu'il savait que je dormais mieux quand j'entendais les verrous se fermer. Il faisait un détour pendant sa pause déjeuner pour aller chercher le médicament dont j'avais besoin à la pharmacie de l'autre côté de la ville, parce que celle qui était plus proche était toujours en rupture de stock. Il n'a jamais dit « Regarde ce que j'ai fait pour toi ». Il le faisait, c'est tout. Et moi, dans ma sottise, j'ai continué à attendre quelque chose de plus bruyant. Je pense à ça maintenant, quand je vois Léa se débattre avec la même question que j'avais. Est-ce qu'il m'aime? Et je veux lui dire, arrête de chercher les fleurs. Arrête d'attendre les mots. Regarde ce qu'il fait quand tu ne demandes pas. Est-ce qu'il pense à ce qui rendrait ta journée plus facile? Est-ce qu'il remarque quand tu es fatigué et te retire quelque chose de ton assiette sans qu'on lui demande? Est-ce qu'il crée un espace pour que tu te reposes, que tu respires, que tu sois simplement toi? C'est ça l'amour. Pas le genre qui fait son spectacle, le genre qui protège. Mais je ne comprenais pas encore ça, pas en 1968, pas pendant longtemps après. Parce que la deuxième chose, celle qui a failli me briser, a pris encore plus de temps à voir. C'était en 1974, l'été. La maison était le chaos. On avait 5 enfants à ce moment-là. 5. Je ne sais même pas comment on s'en sortait, sauf qu'on ne s'en sortait pas vraiment. La lessive n'était jamais finie, la vaisselle s'empilait, le bruit était constant, et je me noyais. Richard travaillait de longues heures, et quand il rentrait, j'avais besoin qu'il me voie. Qu'il voie combien j'essayais fort, combien je donnais. Mais il ne disait rien. Il entrait, m'embrassait le front, toujours le front, jamais les lèvres, et puis disparaissait dans le garage ou le jardin. J'ai commencé à lui en vouloir. Un samedi après-midi, j'en avais assez. Les enfants se disputaient, la cuisine était un désastre, et Richard était dehors à tondre la pelouse. J'ai marché vers lui, furieuse. « Est-ce que tu me vois encore ?» ai-je crié par-dessus la tondeuse. Il a coupé le moteur, m'a regardé. « Quoi ? Est-ce que tu me vois ? Parce que je me sens invisible, Richard. Je me sens comme si j'étais juste là, et tu ne t'en soucies même pas. » Il s'est essuyé le front du dos de la main. Il avait l'air fatigué, plus vieux qu'il n'aurait dû l'être à 32 ans. « Je te vois, Marguerite. » « Alors pourquoi tu ne dis jamais rien ?» Il est resté silencieux un long moment. « Parce que je ne sais pas quoi dire. » Et puis il a remis la tondeuse en marche et a fini la pelouse,
Je suis restée là, tremblante, blessée, convaincue qu'il s'en fichait. Mais je me trompais. La deuxième chose qu'un homme fait quand il vous aime vraiment, c'est ceci. Il écoute les choses que vous ne dites pas. Je n'ai pas compris ça pendant des années. Je pensais qu'écouter voulait dire parler, répondre, donner des conseils. Mais Richard écoutait différemment. Il écoutait avec tout son corps, avec son attention, avec la façon dont il ajustait son monde en fonction de ce dont j'avais besoin, même quand je ne le demandais jamais à voix haute. Laissez-moi vous raconter quand j'ai enfin réalisé. C'était un mardi, ordinaire, oubliable. J'avais été contrariée par quelque chose, je ne me souviens même plus quoi. Un des enfants, probablement, ou l'argent. C'était toujours l'un des deux. J'avais été sèche avec Richard toute la matinée, cassante, froide. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Je voulais qu'il le fasse, mais il ne l'a pas fait, et ça m'a rendue encore plus furieuse. Mais ce soir-là, après que les enfants soient couchés, je suis entrée dans la cuisine et j'ai trouvé quelque chose sur le comptoir. Une petite boîte de chocolat, le genre que j'aimais, ceux de la confiserie de la rue Victor Hugo, l'endroit où il devait faire 20 minutes de détour pour y aller. Pas de mots, pas d'explication, juste les chocolats. Je suis restée là, à les fixer, et quelque chose s'est ouvert en moi. Il avait fait attention, pas à mes mots, je n'avais rien dit sur le fait de vouloir des chocolats, mais à moi, au fait que je luttais, que j'avais besoin de quelque chose de doux, quelque chose de petit qui disait « je te vois ». Et il avait fait un détour pendant sa pause déjeuner pour les obtenir. C'est là que j'ai commencé à réaliser. Richard m'avait écouté pendant des années, pas avec des questions, pas avec de la conversation, avec des actes. Quand je mentionnais, en passant, que la lumière du porche clignotait, c'était réparé avant le week-end. Quand je soupirais sur combien ma mère me manquait, qui vivait à 2 heures de route, il commençait à planifier des promenades du dimanche pour que je puisse la voir plus souvent. Quand j'étais trop fatiguée pour faire le dîner, il rapportait quelque chose du bistrot sans que je ne le demande jamais. Il n'attendait pas que je lui épelle les choses. Il faisait attention, c'est tout. Je pense à ça maintenant quand je parle aux femmes de l'âge de Léa. Elles attendent toutes que leur partenaire communique, qu'ils parlent, qu'ils aient les grandes conversations qui résolvent tout. Et oui, ces conversations comptent. Mais l'amour n'est pas seulement ce qu'un homme dit quand vous lui demandez de parler. C'est ce qu'il remarque quand vous pensez que personne ne regarde. C'est la façon dont il se souvient des petites choses, la façon dont il s'ajuste, la façon dont il est présent, tranquillement, sans fanfare, parce qu'il faisait attention depuis le début. Richard ne parlait pas beaucoup. Il n'était pas doué avec les mots. Mais mon Dieu, il écoutait. J'aurais aimé l'en remercier quand il était encore là. J'aurais aimé arrêter d'attendre la version de l'amour que je pensais mériter et commencer à remarquer celle que j'avais déjà. Parce qu'il m'aimait. Il m'aimait tellement. Je n'avais simplement pas encore les yeux pour le voir. Le téléphone a sonné ce matin pendant que je lavais ma tasse de café. C'était David, mon aîné. « Maman, je prends juste des nouvelles. Tu vas bien ? » « Je vais bien, David. Tu es sûr ? Parce que Léa a dit que vous aviez eu une conversation difficile hier. » J'ai essuyé mes mains lentement, regardant par la fenêtre la mangeoire vide que j'oublie toujours de remplir. On a parlé d'amour, ai-je dit. Il y a eu une pause. D'accord. Bon, tant que tu vas bien. Je vais bien. On s'est dit au revoir. Toute la conversation a duré peut-être 90 secondes. Et j'ai pensé, il ressemble tellement à son père. David prend des nouvelles, il gère la logistique,
Il s'assure que je tiens encore debout, mais il ne demande pas ce que je ressens et je ne lui dis pas. On fait cette danse depuis 60 ans. Je pensais que ça voulait dire qu'il s'en fichait. Maintenant, je sais mieux. Il y a eu une année, 1979, peut-être 1980, où j'ai pensé à quitter Richard. Pas sérieusement, pas de la façon où on fait les valises et on appelle les avocats, mais de la façon silencieuse, désespérée, où on reste éveillé à 3 heures du matin et on pense « Est-ce que c'est tout ce qu'il y a ?» On était mariés depuis 15 ans, les enfants étaient partout, ayant toujours besoin de quelque chose. Richard travaillait, je gérais la maison, on se parlait à peine, et je me sentais si seule. Je me souviens d'une nuit en particulier, janvier, assez froid pour que le givre grimpe au coin des fenêtres. J'étais au lit, fixant le plafond, et Richard était à côté de moi, endormi, ou je le pensais. « Marguerite, dit-il doucement. » Je n'ai pas répondu. « Je sais que tu es éveillée. » Je n'ai toujours rien dit. J'étais trop fatiguée, trop vide. Il s'est tourné vers moi et j'ai senti son poids faire bouger le matelas. « De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-il. Et je voulais crier. « De quoi j'ai besoin ? J'ai besoin que tu me vois, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu m'aimes, comme je pensais que tu le ferais. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai dit « de rien, rendors-toi ». Il ne l'a pas fait. À la place, il s'est levé. Je l'ai entendu descendre. J'ai pensé qu'il était peut-être en colère, que je l'avais repoussé une fois de trop. Mais 20 minutes plus tard, il est revenu, avec du thé. Pas du café, du thé. Le genre que je buvais quand je n'arrivais pas à dormir. La camomille que je gardais au fond du placard et qu'il ne touchait jamais. Il me l'a tendu sans un mot, s'est remis au lit et s'est juste assis là, à côté de moi, sans poser de questions, sans essayer de réparer quoi que ce soit, juste là. J'ai tenu cette tasse à 2 mains, sentant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts et quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la bonne façon, de la façon terrible, douloureuse, où on réalise qu'on s'est trompé sur quelque chose d'important depuis très longtemps, parce que j'avais attendu que Richard m'aime de la façon dont je voulais être aimée, et j'avais complètement raté la façon dont il le faisait vraiment. La 3e chose qu'un homme fait quand il vous aime vraiment, il se montre présent dans votre silence, pas avec des solutions, pas avec des discours, avec sa présence. Laissez-moi vous parler du jour où j'ai perdu mon père. J'avais 29 ans. Papa avait été malade un moment, son cœur, disait-il, mais je ne pensais pas que ça arriverait si tôt. On ne le pense jamais. L'appel est arrivé tôt un mercredi. Ma sœur Jeanne, la voix tremblante. « Margot, il est parti. » Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Je sais que je me suis assise, je sais que j'ai pleuré. Je sais que les enfants étaient quelque part dans la maison, confus de pourquoi maman était par terre. Richard était au travail. Je ne l'ai pas appelé, je n'ai appelé personne. Je suis juste restée là. 1 heure plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Richard est entré, encore en vêtements de travail, le visage pâle. « Jeanne a appelé l'usine, dit-il. Je suis partie. » Il n'a pas demandé si j'allais bien, il savait déjà que non. Il s'est assis par terre, à côté de moi. Ne m'a pas touché, n'a pas parlé, s'est juste assis. On est resté comme ça je ne sais combien de temps. Les enfants ont fini par arriver, et il s'est levé pour leur donner à manger, les mettre à la sieste, faire tourner le monde pendant que je m'effondrais. Il n'a pas dit « ça va aller ». Il n'a pas dit « il est dans un monde meilleur ». Il n'a dit aucune des choses inutiles que les gens disent quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Il est juste resté. Et d'une certaine façon, c'était tout. Je pense souvent à ce jour maintenant, parce que je pensais que l'amour était dans les mots, les réconforts,
l'affirmation constante qu'on compte. Mais Richard m'a appris quelque chose que je ne voulais pas apprendre. Parfois l'amour le plus profond est silencieux. C'est le genre qui n'a pas besoin de s'annoncer. Le genre qui sait quand vous avez besoin d'espace et quand vous avez besoin que quelqu'un soit simplement là, respirant le même air, vous rappelant que vous n'êtes pas seul. Je le vois maintenant en regardant en arrière. Tous ces moments où je pensais qu'il était distant. Il n'était pas distant. Il me donnait de l'espace pour respirer. Quand j'étais contrariée et ne voulais pas en parler, il n'insistait pas. Il n'exigeait pas que je m'ouvre ou ne m'accusait pas de l'exclure. Il restait juste proche, à proximité, disponible. Quand j'étais submergée par les enfants et que je m'en prenais à lui sans raison, il ne répliquait pas. Il absorbait, me laissait avoir mon moment, revenait plus tard, calme, comme si rien ne s'était passé. Quand ma mère est morte, 10 ans après papa, Richard a pris une semaine de congé. Il n'est pas allé à l'enterrement pour ensuite reprendre sa vie normale. Il est resté à la maison, à bricoler, à réparer des choses qui n'avaient pas besoin d'être réparées. S'est assuré que je mangeais. Il ne me couvait pas. Il ne m'étouffait pas. Il gravitait autour de moi. C'est tout. Assez près pour que je puisse le toucher si j'en avais besoin. Assez loin pour que je ne me sente pas envahie. C'est un genre d'amour qu'on n'apprécie pas tant qu'il n'est plus là. Il y a un banc à 2 rues de chez moi. Je passe devant presque tous les jours pendant ma promenade. La semaine dernière, Emma était avec moi. Elle avait eu une journée difficile à l'école. Quelque chose à propos d'une fille qui avait été méchante avec elle à la récréation. Et elle était silencieuse de cette façon lourde qu'ont les enfants quand ils essaient de ne pas pleurer. On s'est assise sur le banc. Je ne lui ai pas demandé ce qui s'était passé. J'ai juste attendu. Au bout d'un moment, elle s'est appuyée contre moi. Juste un peu, son épaule pressant mon bras. « Madame Marguerite ?»« Oui, ma chérie. »« Tu crois que certaines personnes sont juste méchantes ?» J'ai réfléchi. À toutes les personnes méchantes que j'ai connues, toutes les choses méchantes que j'ai faites. Je crois que certaines personnes souffrent, ai-je dit, et elles ne savent pas quoi en faire. Elle est restée silencieuse à nouveau. Puis, je suis contente que tu ne sois pas méchante. J'ai souri. Je suis contente que tu sois là. On est resté là encore 10 minutes. On n'a pas dit grand-chose d'autre. Puis on s'est levé et on est rentré. Et au moment où on est arrivé chez elle, elle souriait à nouveau. Sarah était dans l'allée, déchargeant des courses. Elle avait l'air épuisée. « Merci », m'a-t-elle articulé silencieusement par-dessus la tête d'Emma. J'ai hoché la tête, parce que je n'avais rien fait. Je m'étais juste assise là. Mais d'une certaine façon, c'était suffisant. La 4e chose qu'un homme fait quand il vous aime vraiment, il se bat pour la relation, même quand vous vous battez contre lui. Celle-ci a failli nous détruire. C'était en 1985. L'été, une chaleur insupportable. On se disputait depuis des semaines. Je ne me souviens même plus de ce qui avait commencé. Quelque chose de petit qui s'était transformé en quelque chose de plus gros. Comme ça arrive toujours. J'étais en colère. Le genre de colère qui s'accumule au fil des années, couche après couche, jusqu'à ce qu'on ne sache même plus pourquoi on est en colère. On sait juste qu'on est fatigué. Fatigué de ne pas être vu. Fatigué d'avoir l'impression de tout faire toute seule. Un soir, j'ai dit à Richard que je pensais qu'on avait fait une erreur. On était dans la cuisine. Il faisait la vaisselle. Je la rangeais. « Je ne pense pas que ça marche, » ai-je dit. Il s'est arrêté, les mains dans l'eau savonneuse, ne m'a pas regardé. « Qu'est-ce qui ne marche pas ?»« Ça, nous. »
Le silence qui a suivi a semblé durer 1 heure. Puis il a sorti ses mains de l'eau, les a séchées avec le torchon, s'est tourné pour me faire face. « Tu veux partir ?» a-t-il demandé. Et la façon dont il l'a dit, pas en colère, pas sur la défensive, juste, prudent, a brisé quelque chose en moi. « Je ne sais pas », ai-je dit, et je le pensais. Il a hoché la tête, a regardé le sol. « D'accord », a-t-il dit, « mais moi, je n'abandonne pas. » Je ne sais pas ce que j'attendais qu'il dise. Peut-être que je voulais qu'il se batte, qu'il crie, qu'il prouve qu'il tenait à moi en faisant une scène. Mais ce n'était pas Richard. À la place, il a juste essayé plus fort. Pas de façon évidente. Il ne m'a pas apporté de fleurs, ni emmené en sortie, ni soudainement devenu quelqu'un qu'il n'était pas. Il a commencé petit. Il a commencé à me demander comment s'était passée ma journée, et puis à vraiment écouter la réponse. Il a commencé à s'asseoir avec moi les soirs, même quand il était fatigué, même quand il y avait autre chose qu'il aurait préféré faire. Il a recommencé à me toucher, pas de façon exigeante, juste une main sur mon épaule quand il passait derrière moi, ses doigts effleurant les miens quand il me tendait quelque chose. Il a commencé à me montrer de 100 petites façons qu'il n'allait nulle part. Et voilà le truc, je ne lui ai pas facilité la tâche. J'étais froide, j'étais dure. Je repoussais chaque fois qu'il tendait la main vers moi, parce que j'avais passé si longtemps à construire des murs que je ne savais pas comment les faire tomber, mais il n'a pas arrêté. Quand je m'en prenais à lui, il restait calme. Quand je l'accusais de s'en ficher, il n'argumentait pas. Il disait juste, doucement, « Je m'en soucie, Marguerite, je suis là. » Quand j'essayais de chercher la dispute, il refusait de s'engager. Pas parce qu'il évitait le conflit, mais parce qu'il savait que ce n'était pas ce dont j'avais vraiment besoin. Ce dont j'avais besoin était la preuve qu'il ne partirait pas. Et il m'a donné ça, encore et encore, pas avec des mots, en restant. Ça a pris des mois, peut-être 1 an. Je ne me souviens pas exactement quand les choses ont changé, mais je me souviens du moment où j'ai réalisé qu'elles avaient changé. C'était tôt le matin. Je me suis réveillée avant Richard, ce qui était rare. Il était allongé sur le côté, face à moi, encore endormi. Et j'ai juste regardé. Les rides autour de ses yeux, le gris qui commençait à apparaître dans ses cheveux, la façon dont sa main était étendue sur le matelas, comme s'il m'avait cherché même dans son sommeil. Et j'ai pensé, il s'est battu pour moi tout ce temps, pas contre moi, pas pour gagner, pour moi, pour nous. Pendant que j'étais occupée à être en colère, il était occupé à nous maintenir ensemble. Je pense à ça maintenant, quand je vois des couples abandonnés au premier signe de problème. Parce que l'amour n'est pas une question de ne jamais se disputer, c'est ce qu'on fait quand la dispute devient difficile. Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on compte les points? Est-ce qu'on attend que l'autre le répare en premier? Ou est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on continue à se montrer même quand on ne nous rencontre pas à mi-chemin? Est-ce qu'on garde la porte ouverte même quand l'autre personne n'est pas prête à la franchir? Richard a fait ça pour moi, et j'ai failli ne pas le remarquer. Le soleil baisse maintenant. Je devrais probablement commencer à penser au dîner, mais je reste assise là, tenant mon café froid, pensant à toutes les façons dont j'ai mal compris l'amour. Je pensais qu'il était censé être bruyant, évident, impossible à manquer, mais l'amour le plus vrai que j'ai jamais connu était silencieux. Il était dans les choses que Richard faisait quand je ne regardais pas, les façons dont il écoutait ce que je ne disais pas, la façon dont il se montrait présent dans mon silence et se battait pour nous-mêmes quand j'avais abandonné. Je ne sais pas si je lui ai jamais dit que je le voyais. J'espère que oui, mais je ne pense pas.
Il y a une photo sur ma cheminée. Richard et moi, 1995. Quelqu'un l'a prise au mariage de Michel. On danse, ou on essaie. Richard n'a jamais été très bon danseur. Mais il sourit, vraiment. Et sa main est au creux de mon dos, me tenant stable. Je regarde cette photo parfois et j'essaie de me souvenir de quoi on parlait, ce qui l'a fait sourire comme ça. Je ne m'en souviens pas, mais je me souviens du sentiment, la chaleur de sa main, la façon dont il me tenait comme si j'étais quelque chose de précieux, comme si je comptais encore, même après tout. La 5e chose, et c'est celle qui me brise le cœur, c'est ceci. Il vous aime en vous laissant partir. Pas en partant, jamais en partant. Mais en vous donnant l'espace d'être vous-même, même quand ça lui coûte quelque chose. C'est arrivé à l'été 1974. Il y avait un homme. Il s'appelait Arthur. Je ne l'aimais pas vraiment. Mais pendant quelques brèves semaines, j'ai pensé à ce que ce serait si je l'aimais. C'était un professeur remplaçant à l'école des enfants, plus jeune que moi de quelques années. Il parlait de livres, d'idées, du monde au-delà de notre petite ville. Il me posait des questions sur moi, pas sur les enfants, pas sur Richard, mais sur moi. Ce que je pensais, ce que je voulais. Et que Dieu me pardonne, ça faisait du bien d'être vu de cette façon. On s'est retrouvés pour un café 2 fois. Juste un café. Il ne s'est rien passé, rien de physique. Mais quelque chose a changé en moi. Une porte que je croyais fermée pour toujours s'est entr'ouverte juste un peu. Richard savait. Je ne sais pas comment, je ne lui ai jamais dit, j'étais prudente. Mais un soir, après que les enfants soient couchés, il a dit « Marguerite, est-ce que tu es heureuse ?» Je me suis figée. « Quoi? Est-ce que tu es heureuse? Ici, avec moi. » J'aurais dû mentir. J'aurais dû dire oui immédiatement, sans hésitation, mais je ne l'ai pas fait. « Je ne sais pas, » ai-je murmuré. Il ne s'est pas mis en colère. Il ne m'a accusé de rien. Il n'a pas parlé d'Arthur, même si je suis certaine qu'il savait. Il a juste hoché la tête lentement. « D'accord, » a-t-il dit. « Alors j'ai besoin que tu saches quelque chose. » Il m'a regardé alors, vraiment regardé. Ses yeux étaient mouillés. « Si tu as besoin de partir, Marguerite, je ne t'arrêterai pas. Je ne rendrai pas les choses plus difficiles. Je te laisserai partir. » Mon cœur s'est arrêté. « Mais... » a-t-il continué, sa voix tremblant légèrement, « je veux que tu saches que je serai là. Je ne vais nulle part. Et si jamais tu veux revenir, si jamais tu réalises que c'est ici que tu as ta place, la porte sera toujours ouverte. » Il s'est levé alors, a embrassé le sommet de ma tête et a quitté la pièce. Je n'ai plus jamais revu Arthur. Pas parce que Richard l'avait interdit. Il ne l'a pas fait. Il n'en a plus jamais parlé. J'ai arrêté parce que j'ai réalisé quelque chose ce soir-là, quelque chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre pleinement. Richard m'aimait assez pour me laisser choisir. Il ne m'a pas piégé, ne m'a pas culpabilisé, ne m'a pas fait rester en me faisant sentir que je lui devais quelque chose. Il m'a offert la liberté, la vraie liberté. Et ce faisant, il m'a montré ce qu'était vraiment l'amour. Ce n'était pas s'accrocher si fort que je ne pouvais plus respirer. C'était m'aimer assez pour me laisser découvrir ce dont j'avais besoin, même si ça signifiait me perdre. C'est le genre d'amour qui vous change. Parce que quand quelqu'un vous aime comme ça, quand il vous donne l'espace de le choisir librement, vous comprenez enfin ce que vous avez. J'ai choisi Richard, pas parce que je devais, parce que je le voulais, et ça a fait toute la différence. Il est tombé malade en 2006, cancer du poumon. Il avait fumé pendant 40 ans, arrêté à 50, mais le mal était fait. Les médecins lui ont donné 6 mois,
Il a tenu 14, et pendant ces 14 mois, j'ai appris ce que ça voulait dire d'être aimé complètement. Il s'inquiétait pour moi, pas pour lui, pour moi. Tu vas t'en sortir, disait-il, allongé dans le lit d'hôpital, gris et faible. Richard, arrête. Je suis sérieux, Marguerite. Tu es plus forte que tu ne le penses. Je ne me sentais pas forte. J'avais l'impression de me briser en morceaux. Mais il continuait à le dire, continuait à me le rappeler, comme s'il essayait de me laisser quelque chose de solide à quoi me raccrocher. La nuit où il est mort, j'étais allongée à côté de lui dans le lit des soins palliatifs. Les infirmières avaient dit que c'était bon, sa respiration avait changé, plus lente, plus superficielle. Je tenais sa main. « Je te vois », ai-je murmuré. « Je te vois maintenant, Richard. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps. » Ses doigts ont serré les miens, à peine. Et puis il est parti. Je suis restée assise là longtemps après, tenant sa main, la sentant devenir froide. Et j'ai pensé à toutes les façons dont il m'avait aimée que j'avais été trop aveugle pour voir. La paix qu'il protégeait, le silence qu'il remplissait juste en étant là, les disputes qu'il refusait d'avoir parce qu'il savait qu'elles ne feraient que nous blesser tous les deux, la façon dont il restait quand je le repoussais, la façon dont il m'a laissé partir quand j'avais besoin de choisir, tout ça, chaque moment silencieux, inaperçu, ordinaire, c'était ça l'amour, et j'avais passé 46 ans à attendre quelque chose de plus bruyant. Léa a rappelé cet après-midi. « Maman, j'ai réfléchi à ce que tu as dit, et je crois que peut-être j'ai cherché les mauvaises choses moi aussi. » J'ai souri. « Dis-moi ce que tu vois. » Elle est restée silencieuse un moment. Il répare ma voiture avant que je ne le demande. Il se souvient que je déteste conduire la nuit, alors il propose toujours. Il ne parle pas beaucoup, mais il écoute vraiment. Et la semaine dernière, quand j'étais contrariée à cause du travail, il n'a pas essayé de résoudre le problème. Il s'est juste assis avec moi. C'est ça l'amour, ma chérie. Je sais, dit-elle doucement. Je le sais maintenant. J'ai 83 ans. J'ai survécu à la plupart des gens que j'aimais. Et je suis assise ici dans une maison trop silencieuse, tenant une tasse de café qui n'est pas la mienne, manquant un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais m'aimait plus profondément que je ne le méritais. Et je suis reconnaissante, pas parce que c'était parfait, ça ne l'était pas, mais parce qu'il m'a montré à quoi ressemble le vrai amour quand on a enfin les yeux pour le voir. Ce n'est pas dans les grands gestes. C'est dans l'homme qui protège ta paix, qui écoute ton silence, qui se montre quand tu t'effondres, qui se bat pour toi, pas contre toi, qui t'aime assez pour te laisser être libre. C'est ce que je veux que vous sachiez. Si vous avez ça, si vous avez quelqu'un qui vous aime de ces façons silencieuses, stables, inébranlables, n'attendez pas 46 ans pour le remarquer. Voyez-le maintenant, remerciez-le maintenant. Accrochez-vous-y tant que vous le pouvez encore. La lumière décline dehors. Je devrais probablement allumer une lampe, mais je crois que je vais rester assise ici encore un peu, dans le silence, là où l'amour a toujours vécu. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Si ça vous a rappelé quelque chose ou quelqu'un, j'espère que vous le lui ferez savoir. Et si vous voulez rester avec moi à nouveau, je serai là.